C'est une réserve, un cadre naturel que partagent et le Bénin et le Togo. On en a déjà parlé. Et sur cet espace, le grand rendez-vous. Aujourd'hui, Monsieur Dossou Josea Boudrenou, il revient et c'est pour nous parler donc des opportunités à tirer de cette réserve. Mais avant, regardez ceci. La création de réserves de biosphère a misé sur l'engagement de la société civile, déjà active dans la zone, au Bénin et au Togo. L'appui technique de la GIZ s'est focalisé sur le renforcement des capacités des acteurs locaux, ayant fait preuve d'intérêt dans la gestion durable de leurs ressources naturelles. Les sites de la réserve de biosphère s'étendent sur les deux rives du fleuve Mono. Cette mosaïque d'écosystèmes d'environ 3500 km² constitue désormais la troisième réserve de biosphère transfrontière reconnue en Afrique. La réserve de biosphère transfrontière du Mono est gérée par les communautés à la base, appuyée par des ONG locales. À chaque site, le projet de la GIZ a accompagné les riverains à s'organiser dans des cadres de concertation et d'action que sont les associations de gestion des ressources naturelles. Une délimitation des sites a été faite suivant une approche de cartographie participative, mobilisant les savoirs et les savoir-faire locaux. La création de la carte de vocation a ensuite permis de faire le zonage de chaque site en définissant quelles activités humaines peuvent être pratiquées à quel endroit. La gestion de la réserve de biosphère est conforme aux aspirations des populations et intègre leurs savoirs et traditions. Les agriculteurs, les chasseurs, les pêcheurs, marailleurs, tradithérapeutes, dignitaires et adeptes des cultes traditionnels du fleuve Mono sont sensibilisés sur l'importance de la biodiversité. Eh bien voilà, une faune, une flore assez riche et une population conservatrice de ses us et coutumes. Monsieur Josea Dossou Boudrenou, bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, vous êtes là pour nous parler de cette réserve-là, que Bien vous connaissez très bien d'ailleurs, étant un défenseur de la nature. Oui, oui. D'accord. Alors, Amandine Nyambossou. Bonsoir à vous, Karama. Il est impressionnant, votre foulard. Moi, j'adore. Ah, mais j'aime bien. Bonsoir à vous. Ça fait plaisir avec ce beau sourire-là que vous nous offrez. Merci beaucoup, Karama Tagwatao. D'accord. On y va pour les opportunités. Oui, il y a plein d'opportunités. On va parler des opportunités oui, qu'offre la réserve de biosphère transfrontière du Mono. Monsieur Boudrenou, dites-nous déjà quelle est la particularité de cette réserve de biosphère transfrontière du Mono. Oui, il faut comprendre, comme certains l'ont déjà souligné, c'est une réserve et aujourd'hui on parle de la troisième réserve transfrontière en Afrique. Et d'abord, c'est une réserve qui est constituée en grande partie de zones humides. Et vous savez, les zones humides sont des espaces assez sensibles, fragiles, mais qui accueillent, dans la plupart du temps, le maximum de population. Quand vous prenez le cas du Bénin, par exemple, ou du Togo, vous savez, la plus forte densité de population se retrouve dans le sud, qui est plus humide. Et parce que les zones humides sont les zones les plus riches, où il y a un peu de tout. Mais au même moment, on doit vivre en harmonie avec la nature. Les populations y vivent déjà. Maintenant, pour ne pas tout perdre, il faut étudier, il faut voir avec ces populations comment conserver le minimum. Nous l'avons dit en tant qu'on nous a aidés à créer des réserves dans le nord du pays, dans le parc Pandjari, le parc W. Après ça, il y avait plus grand. Oui. Maintenant, la particularité, voilà qu'on trouve que dans les zones humides, des zones très riches risquent de disparaître si on ne fait rien. On ne peut pas chasser les populations parce qu'on veut que la nature revienne. Non, il faut vivre en harmonie avec ces populations. Et c'est ce qui a fait que ça, c'est la première particularité. Deuxièmement, comme on le rappelle souvent, d'abord, c'est un site Ramsar. C'est un site reconnu internationalement comme des sites qui accueillent des oiseaux migrateurs. Ça veut dire que tous les ans, il y a des espèces
qui ne sont même pas, je dirais, pas des espèces béninoises, des espèces qui viennent ici par moment d'Europe, et ces espèces doivent vivre dans cet habitat et après repartent. Mais si on continue à gérer tel qu'on a l'habitude de gérer, on risque de tout perdre. Là, il est parti dans la discussion, c'est de faire comprendre aux populations, de leur garantir leur suivi, tout en protégeant la ressource. Et là, le processus a commencé et ça a été vraiment participatif. C'était avec un grand plaisir que des ONG qui travaillaient déjà avec ces communautés ont été associés à tout ce processus. Ce n'est pas un processus qui est parti en dehors de l'État, mais c'est un processus qui est parti de la base. Et depuis alors l'implantation, il y a cela 1 an de cette réserve, qu'est-ce que ça a changé dans la vie des populations environnantes? Ce que ça a changé, c'est que c'est une nouvelle façon de faire des choses. Tout en les faisant, vous les faites avec confiance, en sachant que les autres vous regardent avec un peu plus de positivité. Par exemple, vous savez, ces réserves, parce que c'est différents habitats, nous prenons la Bouche du Roi par exemple, ou le site de Adjamé et autres, c'est que chaque site a une particularité, avec une forme de gestion qui existait, avec les communautés, avec les vaudous ou pas. Maintenant, on est venu pour mettre tout le monde ensemble en fonction des sites. Un plan d'aménagement a été élaboré avec les techniciens, pour d'abord identifier les opportunités qui existent, les problèmes qui se posent, et ensemble regarder comment on peut gérer ces problèmes de façon durable. Ça veut dire que les communautés ont été associées. Après, une convention locale par site a été élaborée pour dire, avant, nous prenons un site par exemple à Djamé où il y avait des associations de chasseurs qui chassent, et c'était des associations, je dirais, des structures traditionnelles ou on dirait informelles, où chacun se lève, il prend son fusil, il va chasser quand il veut. Alors que aujourd'hui, ce n'est plus comme ça. Ce n'est plus comme ça. Ils ont accepté, se réunir, chercher à comprendre qu'est-ce que la législation du pays dit en ce qui concerne la chasse villageoise. Donc, en quelque sorte, l'implantation de ces réserves a permis aux populations de prendre conscience. De commencer par prendre conscience. La conscience n'est pas totale, mais commence par prendre conscience qu'on ne peut pas gérer durablement une ressource s'il n'y a pas de règles, et surtout si on ne suit pas les règles. Et là, sur chaque site, il y a un plan d'aménagement, il y a des conventions locales qui sont élaborées, validées et acceptées par les autorités communales. Et dans ces conventions, on prévoit des règles, des sanctions. Traditionnellement, voilà ce que nous faisons. On dit par exemple de ne pas tuer un animal femelle. Mais il faut savoir connaître cet animal avant de dire s'il faut le tuer. Ça veut dire que la chasse ne se fait plus comme n'importe qui prend son fusil. La chasse n'est pas toujours mauvaise pour la conservation. La preuve, elle n'est pas interdite. Elle n'est pas interdite. Ça veut dire, mais maintenant, c'est réglementé. Et là, les gens savent qu'il faut le faire en suivant ces règles. Par exemple, il y a certains points et certains endroits où il y a des rituels qui se faisaient par la tradition. Avec le temps, ces choses étaient en train de disparaître, alors que c'est la peur que nous avons vis-à-vis de cela qui fait que nous ne détruisons pas. Même la loi, c'est quelque chose qui doit faire peur. Si tu sais que tu commets des impairs en transgressant, tu seras sanctionné. C'est la même chose pour les rituels que les gens font. Ils ont un vaudou qui protège leur forêt. Vous devez respecter cela. Et il y a l'harmonie. Donc tout ça est pris en compte tout ça dans est la pris gestion. En compte. Parce que la question, c'est de savoir qu'est-ce qui s'est amélioré ou qu'est-ce qui s'est changé. Aujourd'hui, c'est que à tous les niveaux, on reconnaît le droit de chacun sur ses ressources et on voit que chacun est dans le sens de gérer durablement. Ce n'est plus comme on va là-bas, on prend et autres, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Je prends le cas de la Bouche du Roi, plan d'aménagement, tout et tout, mais c'est que progressivement, on doit continuer à travailler avec les gens. On doit amener la mairie à prendre ses responsabilités et les autorités à divers niveaux à prendre leurs responsabilités. Mais les communautés, vous savez, selon les tests béninois, dans tous les pays, c'est connu. Vous savez, il y a, quand vous allez par exemple à l'embouchure, il y a des poissons marins qui ne pondent pas en mer et qui doivent aller jusqu'au lac. Ce n'est pas l'homme qui a créé tous les chéneaux qu'on a là, qui font la liaison entre le lac et la mer.
Maintenant, ces poissons doivent venir pour pondre. Oui. Mais au Bénin, il est interdit de faire la pêche à l'embouchure parce qu'on veut préserver durablement ces ressources. Les poissons quittent la mer, vont dans le lac pour pondre. Les bébés sortent, c'est-à-dire les alevins, pour grandir, repartent par chez ce chenal pour aller dans la mer encore. Mais malheureusement, des gens restent au niveau de l'embouchure pour faire la pêche. Il a été rappelé une fois. On n'a pas besoin de porter des microscopes sur les yeux pour voir. Nous prenons le cas de Cotonou, où vous voyez des gens en train de jeter des filets dans le chenal de Cotonou. C'est interdit par la loi. C'est la même chose au niveau du chenal et au niveau de l'embouchure de Grand Popo. Parce que là maintenant, nous avons la réserve de biosphère de la bouche du roi, qui est dans le cadre de ce complexe. C'est qu'il est interdit de faire la pêche au filet, mais il n'est pas interdit de faire la pêche. Voilà. On peut faire la pêche à la ligne. C'est pour permettre à ce que la ressource puisse se reconstituer. Et maintenant, la mairie, par exemple, doit travailler à ce que cela devienne une réalité. Sinon, c'est nous qui perdons tout. Monsieur Baudrenou, ces gens de réserve sont aussi là pour accrocher, pour le plaisir des yeux, attirer des touristes. Ça va faire une plus-value, appuyer le PIB, le produit intérieur brut de la nation. C'est vrai, on connaît le parc le Pandjari et tout, sont visités. Qu'en est-il réellement de cette réserve-là? Moi, je crois que c'est l'occasion. Et je vais, comme nous sommes sur une chaîne de développement, ce ne serait pas la dernière émission. Il y a tellement de choses à dire sur la réserve. Nous prenons, parce que nous parlons de réserve transfrontalière, même une dizaine d'émissions ne suffirait pas, parce qu'il faut parler des opportunités au niveau de chaque réserve. Vous prenez la bouche du roi. C'est une opportunité terrible pour le pays. Est-ce qu'il y a des touristes qui visitent la réserve? Déjà oui, c'est ça. Je voulais attirer l'attention. Mais il y a des actions encore à mener pour d'abord promouvoir, montrer tout ce que nous avons comme richesse touristique. Vous savez, le Bénin est dans la dynamique de développer du tourisme. Mais le tourisme, ce n'est pas seulement le parc, ce n'est pas seulement les musées, mais allez voir par exemple la mangrove. Vous savez que, je ne sais pas, nous allons vous amener les images très prochainement. Oui. Vous savez qu'à Grand Popo, au niveau de cette réserve, il y a un habitat qu'on appelle l'île aux oiseaux. C'est totalement une île, ce n'est pas très grand, peut-être une dizaine de parcelles. On ne retrouve rien que des oiseaux. C'est un habitat vraiment boisé. Vous pouvez contourner cet habitat avec votre pirogue, mais vous n'entendez que des cris des oiseaux. En certaines saisons de l'année, quand vous venez, vous êtes... c'est-à-dire la saison de reproduction, où les oiseaux viennent de donner des bébés. Tout à l'heure, j'avais dit, c'est un site internationalement reconnu par Ramsar. Pendant la saison de migration, vous venez, vous n'avez pas le temps de voir même comment on appelle, les feuilles sur les arbres. Vous ne voyez que des points qui ne sont que des oiseaux. Et ça, c'est en quelle période de l'année pour les curieux? Pour les curieux, c'est-à-dire à partir du mois de juillet, août, vous constatez la présence de ces oiseaux. Mais je vous dis de façon permanente, si vous voulez observer des oiseaux, je dis sur 365 jours de l'année, quand vous allez là-bas, vous avez des oiseaux sur ces sites. On va profiter de ce n'est pas connu. Maintenant, il faut faire la promotion pour faire connaître. Voilà. Vous allez là-bas, vous allez voir la qualité de la mangrove, la conservation de cette mangrove. Comment aujourd'hui le Zangbeton contribue. Ça, ce n'est pas l'État qui a décidé. Contribuer à la préservation. À la préservation. C'est-à-dire qu'en sacralisant cette mangrove, c'est une forme de protection. Et comme ça, c'est dit, en amenant des touristes et leur montrer cette façon de gérer, c'est vraiment participatif. Parce que l'État aujourd'hui, pour une réserve de biosphère, n'a pas besoin d'aller mettre un forestier avant que les ressources soient protégées. N'a pas besoin de mettre des gendarmes pour arrêter les gens tout le temps. C'est que les populations ont pris conscience. Mais il faut que ces espaces soient vraiment sécurisés. Parce que, vous savez, dans notre pays, à partir d'un certain moment, si des documents ne sont pas élaborés, si des documents ne sont pas validés, reconnus par l'État, c'est qu'il arrivera que des propriétaires terriens vont naître, peut-être dans d'autres générations, pour dire ici c'est l'espace de mon papa, c'est l'espace, et ils vont remettre tout ça. Monsieur Baudrenou, quelles sont alors les perspectives pour cette Les perspectives, d'abord, c'est qu'au niveau de ces différentes réserves, c'est qu'il y a du travail à faire. Vous savez, au niveau des mairies, par exemple, vous parlez de la réserve au Bénin, au Togo, par exemple, c'est des préfectures et autres, c'est que
c'est que ces autorités doivent trouver que c'est des opportunités. D'abord, quand vous avez le label UNESCO, c'est beaucoup d'argent pour vous. Comment? C'est que aujourd'hui, quand vous faites des projets, en envoyant en des bailleurs, en mettant en annexe ces références que c'est reconnu par l'UNESCO, vous avez ce label qui vous permet de décrocher des financements pour amener des communautés à protéger et aussi en tirer profit. Si les communautés n'en tirent pas profit, demain ce n'est pas bon. Ça veut dire que tout projet à élaborer doit concerner la conservation, les recherches, mais aussi l'appui aux communautés pour que les ressources soient mieux protégées. Merci beaucoup à vous, M. Bodireno. Et cet appui aux communautés doit passer par une bonne politique qu'il faut mettre en œuvre en collaboration avec les populations avec les populations, la mairie et l'autorité supérieure. Merci beaucoup, M. Boudrenou. José Dossou, merci d'être passé. On rappelle que vous êtes le directeur de l'ONG Nature Tropicale. On vous sollicite beaucoup, en tout cas, sur cette chaîne de télévision pour des informations concernant la nature. Amandine Anembossou, bon retour chez vous.